Quand tu crées ta société, rien ne se passe comme prévu. Et si ça peut te rassurer, l'inattendu, ça arrive dans 100% des cas. Toutefois, l'inattendu peut avoir du bon. Je te donne un exemple. Christophe Colomb, lorsqu'il a découvert l'Amérique, il voulait pas aller en Amérique, il voulait aller aux Indes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il les a appelés les Indiens, ceux qui sont en Amérique. Il a fait le nécessaire pour pouvoir tout planifier et ça s'est pas du tout passé comme il l'avait prévu. D'ailleurs, il y a une citation de Winston Churchill que j'aime beaucoup, qui disait que Christophe Colomb est le premier socialiste de l'histoire parce que lorsqu'il est parti, il ne savait pas où il allait, lorsqu'il est arrivé, il ne savait pas où il était et il a fait tout ça avec l'argent du contribuable. Lorsque tu montes ta boîte, tu peux vivre la même situation. Alors, rarement avec l'argent du contribuable, puisque ça sera avec tes sous ou avec ceux de tes investisseurs, mais effectivement, tu dois être prêt à l'inattendu. Parfois, l'inattendu va être beaucoup plus intéressant que ce que tu avais prévu. Alors, je vais te raconter mon histoire, parce qu'elle illustre parfaitement tout ce que je viens de te dire. Lorsqu'en 1992, avec mon jeune frère, nous montons notre société de bijouterie, l'objectif, il était de monter une société de bijoux pour être grossiste et vendre des bijoux auprès des bijouteries de centre-ville ou de centres commerciaux comme tu en as à côté de chez toi. Donc on voulait effectivement monter, entre guillemets, une boîte à la papa. Tranquille, grossiste, on démarre le lundi, on termine le vendredi, voire le jeudi. On se préoccupe pas de savoir les horaires d'ouverture de la boutique, savoir si les salariés vont être là, les clients qui vont nous dire oui, est-ce que la bague, je peux la mettre à la taille, et nanani, nanana. Bon, pas du tout. Nous, on était tranquille. Nous, on voulait travailler du lundi au vendredi, être grossiste et pas s'embêter. Alors, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et je vais même te dire, au départ, nous, on voulait démarrer avec une société où on aurait été 4 à 5 personnes et travailler du lundi au vendredi et fournir les autres, gagner correctement notre vie sans se casser trop la tête. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce qu'on s'est retrouvé en fait avec 40 magasins en France et 250 salariés à travailler le samedi, le dimanche, les ouvertures de fermeture. Donc, rien à voir avec ce qu'on avait prévu. Quand on a démarré en 1992, on a eu l'opportunité d'avoir un petit local en plein centre de Paris et on s'était arrangé avec le propriétaire pour ne pas payer de loyer quelques mois en attendant que la société se lance. Il nous avait fait confiance. Alors, ce petit local, il était en plein centre de Paris, il sentait la souris morte parce que dans ces vieux immeubles parisiens, il y a beaucoup de souris. Enfin, on s'est démerdé avec 3 francs 6 sous pour lancer cette activité. On s'est dit, on va consacrer le peu de budget que nous avons à déjà acheter des produits, acheter des bijoux pour pouvoir les vendre. Avoir un bon fauteuil, avoir des beaux locaux, c'était pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on va avoir à proposer aux clients. D'être patron, c'est pas d'avoir un fauteuil club comme J.R. Ewing dans Dallas ou d'avoir le dernier iMac, le dernier iPhone et d'avoir un ordinateur avec un écran comme ça. C'est pas la priorité. Ton argent, tu dois pas le mettre là. Tu dois le mettre dans ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux vendre, quel produit tu veux proposer. On prend notre marmotte. Alors la marmotte dans le domaine de la bijouterie, c'est une espèce de petite valise sur roulette dans lesquelles on met les plateaux de collection. Ça s'appelle une marmotte. Donc on prend nos marmottes et on va dans Paris comme ça pour essayer de faire du porte-à-porte et d'aller vendre nos bijoux aux bijoutiers. Bon, on s'est très rapidement aperçu que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Le marché de la bijouterie commençait à se démocratiser et nous, ce que nous voulions, c'est aller directement auprès du grand public. Donc, comment aller auprès du grand public quand on n'a pas d'argent et lorsqu'on n'a pas de locaux pour pouvoir exploiter? À ce moment-là, on a été démarcher les magasins populaires de centre-ville, prix unique, Monoprix, et on leur a proposé de mettre en place un stand de bijouterie dans leur magasin en échange d'une commission par rapport au fait qu'ils nous laissaient de l'espace dans leur magasin. Ça nous permettait de ne pas avoir à nous casser la tête de savoir qui allait ouvrir le matin et qui allait fermer le soir, puisqu'on était à l'intérieur d'un magasin. La sécurité est faite par le magasin en question. On bénéficie de clients qui viennent dans ce magasin, alors certes pour acheter des barres de chocolat, des collants, mais nous on était comme ça au milieu. Ce que j'appelle moi aujourd'hui de la location de parking. On a eu la possibilité de le faire et on s'est comme ça développé dans plusieurs points de vente, dont notamment celui de la rue de Caumartin derrière les Galeries Lafayette le Printemps à Paris, dans lequel a exercé la fameuse Christine dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Donc on ouvre des points de vente comme ça partout en France. En novembre 92, quelques mois après avoir ouvert notre société, on a ouvert 11 points de vente en 17 jours pour être prêt pour la période de Noël. Alors je sais pas si tu imagines ce que c'est, ça veut dire que le matin, je prends l'avion avec les bijoux dans un sac. Je vais sur place, j'avais déjà fait une présélection de CV, le directeur du magasin me prête un bureau, je fais les entretiens d'embauche, je sélectionne immédiatement, je forme tout de suite, je mets en place les produits dans le stand, je rentre à Paris, reprendre une autre collection et refaire la même chose le lendemain. On est très loin de la petite boîte à la papa où on arrive le lundi matin, on finit à 16h30 parce que les clients après ils s'appellent plus et on termine le vendredi midi et on se casse pas la tête. On en est déjà très loin.
Mais toutefois, mon frère et moi ne gagnions pas d'argent. Nous avions pris la décision de nous payer au SMIC la première année pour ne pas charger la société. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais il faut le rappeler parce que c'est assez spectaculaire, c'est que le premier mois de décembre, toutes mes vendeuses gagnaient plus d'argent que moi. Et dans le cas de Christine, lorsque je me suis fait mon chèque de salaire, à l'époque le SMIC il était autour de 4000 francs, lorsque j'ai tourné la souche, à Christine je lui ai fait un chèque 5 fois supérieur au mien. Donc ça forme un jeune patron. Mais on se dit on tient le bon bout. Les résultats sont bons, nos produits se vendent bien, on a trouvé la bonne formule. Aller directement du producteur au consommateur en n'ayant aucun intermédiaire. Alors pour tout un tas de raisons qui seraient trop longs d'expliquer ici, on savait que le marché sur lequel nous étions était bloqué. Il était bloqué parce que on avait fait le plein des magasins prix unique avec une zone d'achalandise suffisamment grande pour pouvoir amortir nos coûts de stand, et donc il fallait se développer dans d'autres magasins. Or, ces autres magasins, parce qu'un grand groupe américain les avait débarrassés vraiment d'un boulet, et ils avaient signé donc ce contrat d'exclusivité pour une période longue. Donc nous savions que nous ne pouvions pas nous développer ailleurs que dans la chaîne dans laquelle nous étions. De surcroît, la fameuse chaîne en question qui a signé cet accord d'exclusivité allait finir par racheter la société prix unique dans laquelle nous exercions. Un danger mortel. À moyen terme, à très moyen terme, la possibilité de perdre l'intégralité de notre chiffre d'affaires et de nos stands. Donc il a fallu qu'on réfléchisse à un autre débouché. Et il faut savoir que lorsque nous avions créé notre boîte, alors que nous étions à côté de Venise dans un salon en Italie, nous nous étions dit avec mon frère, un jour il faudra qu'on devienne tellement fort qu'on arrivera à vendre de l'or chez Tati. Alors Tati, pour les plus jeunes d'entre vous, Tati était une chaîne de magasins, une petite chaîne de magasins, avec une énorme notoriété, et c'était le roi du pas cher. Tati, les plus bas prix, pendant les années 60, 70, 80 et même le début des années 90, c'était l'emblème du pas cher. Son sac en Vichy rose a fait le tour du monde. Les magasins Tati étaient marqués dans tous les guides touristiques à Paris. C'était très folklorique, et Tati, fondé par Jules Wacky, qui était un génie en 1948, a tout inventé dans le commerce de détail. Nous sortons parce que nous faisons un très gros chiffre d'affaires et nous achetons de très fortes quantités avant la saison. De mettre les produits dans des bacs à roulettes pour pouvoir déplacer les rayons d'un magasin en quelques heures, de mettre des miroirs sur tous les murs pour que le client ne se retrouve plus exactement où il est pour donner l'impression d'espace dans des magasins qui étaient tout petits. Le fait de mettre le prix en grand et les produits jetés dans un bac, ça ne se faisait qu'au marché quand on achetait les pommes de terre, mais pas les vêtements, pas les parfums, pas les savons. Tati l'a fait. Lorsqu'à l'époque, Leclerc, qui était le seul hypermarché qui faisait du bon boulot avec ses manèges à bijoux, il disait « l'or a pris Leclerc ». Ça voulait dire quelque chose. Nous, si on disait « l'or a pris prix unique », ça voulait rien dire. Par contre, l'or a pris Tati, ça claque pour tout le monde. On l'avait dans un petit coin de notre tête, mais pour l'instant, on ne l'a pas mis en pratique. On a mis en pratique ce qu'on avait fait, c'est-à-dire de passer donc d'une société de grossistes à la vente au détail. On est quand même directement auprès du grand public. Lorsqu'il y a des réparations, des mises à taille, des gravures, c'est nous qui nous en occupons. Donc on commence déjà à apprendre un métier qu'on n'avait pas prévu. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on risque à très moyen terme, 12, 18, 24 mois, de perdre tout ce qu'on a bâti? Eh bien, on cherche un autre débouché. Et à ce moment-là, nous avons eu l'idée d'aller proposer à Tati de mettre des stands chez lui. Alors, le hasard, si on peut dire ainsi, a voulu qu'une connaissance a vu des acheteurs de chez Tati dans le sentier. Et il leur a parlé de nous. Ils ont dit ok, on va les voir. Donc mon frère et moi, on va les voir dans un bureau, vous savez, comme les bureaux à la sécurité sociale là, en métal bien moche. Là où j'étais assis et mon frère à côté de moi, il y avait la porte des toilettes, qui fait que chaque fois qu'un salarié de chez Tati devait aller aux toilettes, il fallait qu'on se lève et qu'on lui laisse la place. Ça, c'est juste pour t'expliquer comment on a été bien reçus. Ils ont l'air un petit peu intéressés, mais c'est pas du tout leur rayon. Eux, c'est des acheteurs de vêtements. On dit bon, il va falloir qu'on vous fasse présenter le directeur général. Donc on va voir le directeur général, et à ce moment-là, on lui explique le pourquoi, du comment, ce qu'on veut faire. On veut mettre un stand, on lui reverse une redevance pour la place que l'on prend, et on va proposer ce qu'on fait chez les autres, on va le faire chez eux, avec évidemment des prix plus agressifs, en échange de quoi Tati s'engage à faire en sorte que nous ayons plus de chiffre d'affaires. Après ce rendez-vous, nous avons enfin l'opportunité de rencontrer le PDG de Tati de l'époque, le fils du fondateur, Fabien Wacky. Nous nous rencontrons, il nous dit qu'il avait déjà envisagé de faire de la bijouterie, ce que je veux bien croire, parce qu'à l'époque c'était le début vraiment des démocratisations.
et de se dire qu'il a peut-être une place à prendre, il était tout à fait légitime en termes de position marketing. Et il nous a demandé, parce qu'il n'avait jamais travaillé avec d'autres personnes que la famille, d'être son fournisseur exclusif. Et à ce moment-là, il faut se remettre dans le contexte. J'ai 23 ans, je me rends compte que je suis en face du patron de Tati, donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, je lui ai dit que non, on ne sera pas son fournisseur. Au début, il va jouer le jeu. Ensuite, je lui ai dit, vous allez avoir un ami qui va vous dire, tu sais, les bacs que tu vends, moi je peux te les vendre moins cher. Et on va commencer à rentrer dans des conflits. Et résultat des courses, ça va se terminer, qu'on va se disputer et que ça va pas bien se passer. Vous avez un nom, mais vous n'y connaissez rien à la bijouterie. Nous, c'est notre métier. Nous sommes des professionnels. Mais on n'a pas de nom porteur. Si vous le faites sans nous, vous allez vous planter. Et lorsque je lui ai dit, vous allez vous planter, il y a une raison très simple. Le seul hypermarché qui a fonctionné, et qui fonctionne d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est Leclerc. Pourquoi ? Parce que Leclerc, lorsqu'il a voulu vendre de l'or dans ses hypermarchés, a créé une structure à côté de Toulouse, dans laquelle il a mis des bijoutiers professionnels qui ne s'occupent que de ça. Tous les autres hypermarchés, toutes les autres enseignes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont traité le bijou comme ils traiteraient les parapluies, les pulls ou les bas collants. Donc c'était couru d'avance que ça ne marche pas. Et c'est exactement le discours que je lui ai tenu. Si on le fait sans vous, on réussira, mais on mettra 10 ans. Donc donnez-nous votre marque, nous on s'occupe de tout, et à ce moment-là, ça peut marcher. Ou on fait tout, ou on fait rien. Et là, à ce moment-là, la décision, il faut la prendre tout de suite. C'est là, cette opportunité-là, qu'on te propose, et à ce moment-là, il faut pouvoir répondre tout de suite, oui ou non. Nous arrivons à le convaincre, et il nous demande de prendre rendez-vous avec son directeur général pour voir dans quel magasin, dans quel espace on peut installer un stand. Il nous a dit, ok, on va faire un test, on va démarrer avec un stand. Si ça marche bien, on les mettra ailleurs. Si ça marche pas, vous arrêtez. Donc on rencontre le directeur général, qui prend toute la pile de beaux des magasins Tati. Il nous dit et 85 mètres carrés, vous sauriez faire une boutique de 85 mètres carrés. Donc là, je te laisse imaginer, nous on veut juste un stand de 2 mètres où on n'encaisse même pas, on s'occupe de rien, on met une petite vendeuse et puis ça s'arrête là. Et là, mon frère me tape avec le genou sous la table, me faisant comprendre, laisse tomber, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Là, c'est pareil, la décision, tu dois la prendre tout de suite. C'est oui ou c'est non. Et là, je regarde le plan qu'il me soumet et je dis pourquoi 80 mètres carrés. Il me dit parce qu'on a acheté un lot de magasins où on a un grand magasin dans lequel on va mettre leur robe de mariée. Mais nous, 80 mètres carrés, c'est pas assez compte tenu de la valeur de nos produits pour faire du chiffre. Donc si vous voulez, vous le prenez. Donc je regarde le plan. Le local est configuré un peu bizarrement. Ça ressemble un peu à une paire de lunettes. Donc large, fin, large. Et là, je lui dis, si vous m'enlevez l'escalier qui est au milieu et que vous le mettez au fond, et que j'ai un beau rectangle, on peut faire. Donc il me dit, mais vous êtes sûr ? Alors il appelle le gens des travaux. Les gens des travaux regardent, mais oui, pas de problème, c'est pas du porteur, on peut tout virer, on met l'escalier au fond. Donc il me dit, vous le faites alors ? Je dis oui, il n'y a pas de problème, je vous amène le plan la semaine prochaine. Je te laisse imaginer, je ne sais même pas dans quoi je m'embarque. C'est-à-dire qu'au départ, je te rappelle, on était à la boîte à papa, on était tranquille, on pouvait avoir 4-5 personnes, on voulait vendre tranquillement nos produits, puis on se retrouve dans des magasins populaires, et là on se retrouve à avoir une vraie bijouterie, en plein Barbès, 85 mètres carrés, dans lequel il va falloir avoir plusieurs salariés, dans lequel nous allons encaisser, dans lequel il va falloir gérer la sécurité, la présentation, les meubles, enfin bref, apprendre encore un nouveau métier. Et là, je lui dis, il n'y a aucun problème, on est au mois de juin, faut ouvrir en septembre. Eh ben, j'ai pas le choix. Il va falloir que je me débrouille pour trouver la solution. Donc, je contacte un architecte pour pouvoir faire les plans du magasin que j'envisage, parce que j'ai déjà une idée en tête de ce que je veux, mais il va falloir le mettre sur papier. À l'époque, il n'y avait pas tous les outils informatiques d'aujourd'hui, donc il me prépare une belle perspective, une grande plaque comme ça. Et donc, j'ai rendez-vous avec le PDG de Tati une semaine après pour lui présenter les plans. Le plan que je récupère la veille du rendez-vous à 20h ne correspond pas du tout à ce que je lui ai dit, et j'ai rendez-vous demain à 11h, il est trop tard pour le refaire. Donc là, je me rends avec mon frère chez le PDG de Tati, avec donc mon carton à dessin et ma grande planche. Et il me dit donc c'est bon, vous avez pu voir pour le magasin, vous allez faire quoi ? Et là, il faut quand même une grosse dose de culot, c'est-à-dire que je prends le dessin, je la lui mets devant les yeux et je lui dis c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Donc il écarquille les yeux, il me dit mais comment, vous m'amenez quoi alors ? Et je lui dis bah voilà, je l'ai récupéré hier, c'est pas du tout ça. Donc je prends un marqueur sur son bureau et je commence à faire les modifications sur la planche en disant voilà, on va mettre ça comme ça, les mobiliers vont être de telle épaisseur, telle couleur, tel truc. Il dit bon bah ok, allez-y. Et donc c'est parti pour ouvrir un magasin de 85 mètres carrés en plein Barbès, alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Ce magasin doit ouvrir le 22 septembre 1994. Comme la tradition de Tati, toujours un jeudi, donc on ouvre un jeudi. Et à ce moment-là, le PDG de Tati me dit « Moi, si vous faites dans les 18 prochains mois
3 millions de francs de chiffre d'affaires, ce serait déjà formidable. Ne vous mettez pas la pression. Bon, il se trouve qu'on a fait ce chiffre-là du 22 septembre 94 au 31 décembre 94, on a fait 3,5 millions. À partir de là, on commence à développer dans les autres magasins Tati. Donc je me retrouve du jour au lendemain avec des dizaines et dizaines de salariés, des points de vente à gérer, mais on est encore dans l'environnement de Tati ou dans ses magasins. Et là, la situation est la même qu'à l'époque où on était avec prise unique. C'est-à-dire qu'on a tout notre chiffre d'affaires dans un seul système et nous sommes donc à la merci du bon vouloir de la chaîne qui nous héberge. Donc nous prenons la décision avec mon frère de vouloir ouvrir des magasins à l'extérieur des magasins Tati pour pouvoir constituer une force pour l'entreprise, un capital, un patrimoine sur lequel on pourrait s'asseoir dans le cas où un jour ça se passe pas bien. On se met en quête d'un point de vente, bon, on est encore un peu frileux, on va ouvrir à côté d'un hypermarché qui marche bien pour avoir une locomotive. Et on trouve un magasin dans un centre commercial qui est Porte de Bagnolet à Paris, où il y a un gros Auchan, un Auchan qui faisait beaucoup de chiffre d'affaires, mais une petite galerie marchande avec une quarantaine de magasins. Et là, il y a une bijouterie. Il y a une bijouterie qui marche pas très bien, et on décide de se rapprocher de lui pour acheter et pour démarrer. La première année où l'on a pris ce magasin, on a multiplié par 11 le chiffre d'affaires du bijoutier qui était là avant nous. Donc là, on se dit, c'est bon, on tient la bonne formule, on peut ouvrir partout. Et à ce moment-là, on décide d'ouvrir des magasins un peu partout, notamment le magasin qui a été célèbre en son temps, le magasin de la rue de la Paix. Alors ce magasin de la rue de la Paix, il faut que tu le saches, c'est encore une fois une opportunité incroyable et une prise de décision immédiate. Tu sais, tu peux tout planifier quand tu es chef d'entreprise. Mais il y a un moment, il faut laisser faire l'instinct, il faut laisser faire la chance, et il faut savoir honorer sa chance. Et donc, on se met en quête d'un magasin en plein Paris. À cette époque-là, le premier magasin que Zara avait ouvert à Paris était Place de l'Opéra. Et ça lui a porté chance. On s'est dit, bah nous aussi, il faut qu'on aille Place de l'Opéra. Bon, pourquoi Place de l'Opéra? Il y a peut-être d'autres choses, mais bon, on voulait ouvrir Place de l'Opéra. Ou en tout cas, à côté de la Place de l'Opéra. Donc, on cherche des magasins qui ne nous conviennent pas. Et un jour, on me propose un magasin rue de la Paix, d'une enseigne de joaillerie connue, qui s'était déplacé pour s'agrandir, et donc ce local-là était disponible, mais très cher. Et donc, en parlant avec mon assureur, je lui dis, tu te rends compte que cette boutique est à vendre, on me l'a proposé, et il m'a dit, tu devrais la prendre. Bah, je lui dis, non, on va encore croire que Tati, le vendeur de merguez de Barbès, je vais pas dire qu'il pète plus haut que son cul, mais c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et je pourrais pas, c'est de la folie. Il m'a dit, non, moi je suis sûr que tu vas cartonner. Donc je raccroche le téléphone. À ce moment-là, mon frère rentre dans mon bureau, et je lui dis, tu as vu ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu devrais ouvrir rue de la Paix. Mais tiens, c'est marrant ce que tu me dis, parce que ce matin en voiture, en venant travailler, j'ai vu un panneau alloué sur une boutique rue de la Paix. Donc demain matin, je prends le numéro, j'appelle. Donc le lendemain matin, il prend le numéro, il appelle, et il vient me voir un peu dépité. Il me dit, non Laurent, laisse tomber, c'est trop grand, c'est 250 mètres carrés, c'est pas possible, on pourra jamais faire une boutique de 250 mètres carrés. Et là, je me vois très bien lui répondre, mais quelle importance? L'essentiel, c'est le prix. Si le prix, il est bon, bah, on utilisera 50, 60, 80 mètres carrés, et puis le reste, voilà, on mettra des cartons, on s'en servira de bureau, peu importe. Donc il rappelle, et effectivement, le prix, qui était élevé quand même, mais par rapport à la possibilité que c'était rue de la Paix, on décide de rencontrer la commerciale qui vient nous voir au bureau. Donc la commerciale arrive, et nous dit, qu'est-ce que vous voulez faire là? Je dis, de la bijouterie. Bijouterie, joaillerie, ça l'excite pas, parce qu'il y a beaucoup de joailliers dans la rue, et la place Vendôme qui est toute proche, enfin la rue de la Paix, le prolongement de la place Vendôme, donc ça l'excite pas trop. Mais à ce moment-là, je lui dis, oui, mais nous, on a une idée un peu spéciale, c'est qu'on veut mettre une bijouterie Tati-Or là-dedans. Et donc là, elle a un sourire qui lui émaille le visage, et qui dit, alors attendez, bougez pas. Et là, elle fait ce que normalement elle aurait pas dû faire, c'est-à-dire qu'elle sort toutes les offres qu'elle a de sociétés qui veulent s'installer sur ce local, et elle nous dit dans chaque tranche de prix, quoi rajouter pour faire passer le dossier. Et là, je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Elle me dit, de toute façon, moi, je suis un mandat exclusif, je suis payé à la commission, mais je ne suis pas payé au prix. Donc moi, que vous payez plus cher ou moins cher, ça ne change rien. Et j'ai envie que ce soit vous. Et je lui dis, mais pourquoi nous? Elle dit, vous m'êtes sympathique, et je pense que c'est génial votre idée, donc je vais tout faire pour que vous ayez le local. Voilà, ça, oui, il y a une part de chance, toujours une part de chance. Le lendemain, elle me confirme que c'est bon, qu'on peut signer, et là, vient le moment tant redouté de la signature du bail. Et là, on doit aller chez un notaire. Donc, le notaire, il faut que tu saches que le notaire, il a un look un peu à la Philippe Bouvard en fin de carrière. C'est-à-dire qu'il a un beau costume sur mesure, mais les mesures, c'était celles d'il y a 40 ans. La Légion d'honneur, les drapeaux français partout, la photo avec De Gaulle, la photo de Pompidou. Et je me suis dit, là, bah, on est mort. Quand il va savoir que c'est Tati, il voudra jamais. On a bien entendu fait valider les plans. Donc, il était hors de question qu'on signe le local sans s'assurer que le bailleur n'allait pas ensuite nous mettre des bâtons dans les roues suite aux pressions des voisins, parce qu'on savait très bien que nos voisins, l'ambiance surannée des joailliers qui étaient nos voisins, allaient voir d'un très mauvais œil l'arrivée de Tati rue de la Paix. Donc on lui présente des plans avec une enseigne qui n'est pas l'enseigne Tati-Or. Mais au dernier moment,
Je me suis dit, je peux pas faire ça. Parce que si jamais, même s'il n'en a pas le droit, il peut pas m'imposer une enseigne à partir du moment où j'ai la même taille de lettres, les mêmes couleurs, tout pareil. J'ai préféré intégrer la vraie façade pour avoir une validation totale et que personne ne puisse remettre en cause la signature. Donc je lui dis au moment de la signature, écoutez maître, je suis désolé, mais là on avait mis une enseigne. Mais en fait on a changé, on en a trouvé une autre. Donc je voudrais que vous me signiez avec la nouvelle enseigne que je mets. Là à ce moment-là, il regarde et il me dit Tati Or. Je lui dis bah oui, mais Tati Or. Comme les magasins Tati. Alors moi j'essaie de me justifier, je dis oui, bien sûr, oui, mais enfin vous savez, c'est de la bijouterie, on va faire du haut de gamme, on va mettre une belle façade en granit, enfin on va faire un truc bien, ça va être top. Attendez, Tati Barbès oui, non mais là c'est différent, on vend pas... Voilà. Moi je commence à me dire que ça y est, le dossier c'est cuit, je pourrai jamais l'avoir. Et il me dit donc vous voulez mettre Tati à la rue de la Paix. Bah je ris. Et là, il explose de rire et il dit « Mais quand je pense au bordel que ça va faire », et là, il prend son stylo et il signe et il paraphe toutes les pages. Donc, ça a été un concours de circonstances assez incroyable. On a la possibilité d'ouvrir ce magasin, donc on se met en place pour les travaux. Je convoque les entreprises qui doivent faire les travaux dans ce magasin et je leur ai dit la chose très simple, c'est que si ça se sait que c'est nous qui démarrons les travaux dans ce magasin et que l'information a fuité par un des prestataires, le dit prestataire en question ne travaillera plus jamais avec moi. Donc tout le monde tient sa langue, ça se passe impeccablement, les travaux, et là, tout le monde apprend que c'est Tati Or la veille de l'ouverture. Et là, ça fait grand bruit. Alors, Tati envoie à l'AFP, comme il le faisait à chaque fois, un fax. Oui, à l'époque, on faisait des fax, il n'y avait pas de mail. Tati ouvre un magasin rue de la Paix. Sophie, qui s'occupait des relations presse, m'appelle en me disant « Je ne comprends pas, je n'ai eu aucune réaction de l'AFP, ce qui est très bizarre. Tu vas renvoyer un nouveau fax en disant « Tati ouvre une bijouterie Tati Or au 19 rue de la Paix, entre l'Opéra et la place Vendôme, mitoyen au plus grand magasin quartier du monde. » Elle m'a dit « Il faut pas écrire ça ?» Je dis « Si, tu vas l'écrire. » Bah, ça n'a pas loupé. 2 minutes après, il y a un journaliste de l'AFP qui l'appelle pour avoir des informations et lui donne mes coordonnées. Ce monsieur m'appelle, il me demande est-ce que c'est vrai, donc je lui dis oui bien sûr, on ouvre un magasin, rue de la Paix. Et à ce moment-là, il me pose une question, il me dit mais vous n'avez pas peur de l'ouvrir avec tous ses concurrents à côté de vous? Et là je lui réponds non, vous savez, moi, on m'a toujours appris, il faut aller pêcher là où il y a des pêcheurs. Quand il y a des pêcheurs, c'est qu'il y a du poisson. Et je continue à parler. Mais là il me dit attends, vous m'avez dit alors pêcheur, poisson. En fait je comprends qu'il est en train de noter ce que je suis en train de lui dire. Et donc le lendemain, dans des journaux très sérieux comme Les Échos, comme le dit Laurent Farjon, Tati Or, ouvrez les guillemets, il faut aller pêcher là où il y a des pêcheurs. S'il y a des pêcheurs, c'est qu'il y a du poisson. Et là, ça part comme une traînée de poudre. Tous les médias français s'intéressent à nous, des médias étrangers s'intéressent à nous. Donc on passe sur TF1, sur la 2, sur Canal+. Un jour, Europe 1 et RTL sont arrivés à la même heure pour le journal de midi. Il a fallu que j'arbitre entre les deux par téléphone, parce que moi j'étais à mon bureau, savoir qui passait en premier parce qu'il voulait faire un direct. Enfin, c'était un truc incroyable. Et lorsqu'on a voulu ouvrir ce magasin, avec mon frère, on s'est posé et on s'est dit avec quelle somme d'argent ce magasin peut être rentable. Donc on a pris le loyer, on a pris les salariés, on a pris les coûts des travaux, l'amortissement, on a pris tout ça et on a fait un business plan pour ce magasin. C'est-à-dire se dire ce magasin-là, à combien il est rentable. Et il était rentable à peu près à 3,5 millions de francs. Donc je sais bien que certains d'entre vous ne savent même plus ce que c'est que les francs, mais enfin ça existait. C'est 6,5 fois moins cher que l'euro. La première année d'ouverture, on n'a pas fait 3,5 millions de francs, on a fait 10 fois plus. Ça a été un carton monumental. On avait toutes les stars qui venaient chez nous. Pour la petite histoire, on a eu un jour Donald Sutherland qui est venu avec sa femme, parce que sa femme est française, Donald Sutherland, l'acteur hollywoodien. Et pendant que sa femme faisait le tour du magasin, lui, il était accoudé contre une voiture, en attendant que madame fasse ses courses chez Tati Or. Donc je te résume, on part de la petite boîte de papa, tranquille, dans le Marais, à vendre des bijoux, tranquillou. On se retrouve quelques années après, très rapidement, avec 250 personnes, 40 magasins, et gérer toute l'intendance, gérer le commercial, gérer les fêtes, gérer ouvrir les dimanches, ouvrir les samedis. Alors là, t'as plus de vie. Je te dis tout de suite, t'as plus de vie. Parce que les magasins t'appellent à n'importe quelle heure. On a un magasin qui a pris feu dans la nuit, à quelques jours de Noël. Donc là, j'ai été réveillé à 3h du matin par les pompiers, le magasin dévasté. Donc il faut gérer la responsable qui est venue sur place, qui voit son outil de travail complètement détruit, savoir la conserver, la motiver, la mettre ailleurs dans un magasin pour pas la perdre parce qu'elle est très efficace et je veux absolument pas perdre ce salarié. Donc comment tu prends des décisions? Dans la bijouterie, c'est très important d'avoir confiance parce qu'il y a évidemment des vols, des braquages, il peut y avoir du coulage par les salariés. Donc cette responsable, je ne voulais absolument pas la perdre. D'ailleurs, elle se prénomme Bénédicte. Si un jour elle tombe sur cette vidéo, je lui fais un coucou, ça me ferait très plaisir. Mais je voulais absolument la garder. Donc à un moment, il y a des décisions à prendre. Tant pis, je vais la payer quelques mois, entre guillemets, pour rien, mais pour pas la perdre. Au départ, on avait une envie, on avait un projet qui nous paraissait clair. Et on a dû à chaque fois changer de braquet
saisir la chance. En fait, il faut honorer la chance qui se présente à toi. Il faut être proactif. Il faut être actif, tu ne dois pas subir. Donc à partir du moment où tu vois que ce que tu es en train de faire peut ne pas aller dans la bonne direction, il faut que tu sois suffisamment souple et que tu acceptes de te remettre en question. Nous, au départ, on voulait être grossiste, on s'est retrouvé à diriger une chaîne de points de vente. Ça n'est pas du tout le même métier, ça n'est pas du tout le même souci. Il faut savoir que la reconnaissance, tu ne l'as pas. Tu n'as que des problèmes à régler. La reconnaissance que tu as, c'est lorsque tu vois que tu as bâti quelque chose. C'est lorsque tu vois de la reconnaissance dans le regard de tes salariés. Quand tu as donné leur chance à des gens qui le méritaient, lorsque tu as placé les bonnes personnes aux bons endroits, lorsque tu as ouvert les magasins qui fonctionnent, lorsque tu as des clients qui sont heureux de venir acheter chez toi. Moi, j'ai la chance, par les vidéos que je publie, d'avoir des salariés qui, depuis 20 ans, je n'ai aucune nouvelle d'eux, et qui m'envoient des messages de remerciement. C'est une gratification incroyable. C'est une chance incroyable de pouvoir vivre ce genre d'aventure. Mais il faut que tu sois souple et il faut que tu saches vers quoi tu veux aller. Ne te préoccupe pas de savoir quel nom tu veux donner à ta boîte, de savoir la couleur de la moquette, la taille de ton bureau, est-ce qu'il doit être un bureau en formica ou en chêne massif. Ne te préoccupe pas de savoir tout ça. Ne passe pas des heures sur ton pack d'actionnaires. Enfin si, le pack d'actionnaires, en fonction du moment où tu décides de le faire et en fonction des actionnaires en question, ça peut être très important. D'ailleurs, je te ferai une vidéo là-dessus. Parce que moi, je l'ai vécu. Un pacte d'actionnaires, c'est un acte de mariage avec ton associé. Donc, un pacte d'actionnaires, ça doit être un pacte avec un associé, mais pas un pacte avec le diable. À très bientôt pour de prochaines vidéos.